À cause de son manque de compétences et de vision claire sur l'amélioration de l'électricité en République démocratique du Congo, le directeur général de la Société nationale d'électricité, Fabrice Lucindé, vient d'être suspendu par la ministre d'État, ministre du portefeuille, la princesse Adèle Kaïnda, sur recommandation de l'Assemblée nationale. Mais quel est l'état actuel de l'électricité en République démocratique du Congo? Vous suivrez dans ce journal les dossiers de Patience Lokeke qui tentent de répondre à cette problématique. Et puis, d'ici fin 2024, le Bénin ne pourra plus importer de poulet congelé et d'œufs de table. Annonce faite par le ministre béninois de l'Agriculture, Élevage et Pêche. Mesdames et messieurs, voilà le principal titre de ce journal. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation a inventorié les groupes armés qui opèrent dans l'est du pays. Ce mardi, le coordonnateur de ces programmes, Toumi Tamboué, a avancé le chiffre qui font froid au dos. 252 groupes armés locaux et 14 étrangers sont présents et actifs dans 5 provinces de l'Est, à savoir l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema et le Tanganyika. Enokisei. Il y a un travail qui a été produit qui relève de manière très arithmétique que la province de Tanganyika compte 19 groupes armés nationaux, 0 groupe étranger. Les Maniema pour sa part, 20 groupes armés, 0 groupe étranger. Les Sud Kivu pour sa part aussi, 136 groupes armés, dont 5 étrangers. Le Nord Kivu a 64 groupes armés, dont 7 étrangers. Et l'Ituri en a 20, dont 2 étrangers. Ce qui fait un total de 252 groupes armés locaux et 14 groupes étrangers, a indiqué Toumi Tamboué, coordonnateur national du programme de désarmement, de mobilisation, réinsertion communautaire et sociale au cours d'un point de presse. Ce programme dit disposer d'une cartographie de groupes armés qui va lui permettre de mener le travail de démobilisation, mais il se pose encore le problème de moyens. Nous avons la cartographie de groupes armés par territoire et par province et la liste des seigneurs ou chefs de milice où ils opèrent. Nous avons déjà des sites de désarmement, des sites de démobilisation et nous avons déjà des projets pilotes. Le travail qui reste, c'est juste mobiliser le moyen pour avancer, a-t-il précisé. C'est depuis plus de 2 ans que la mise en œuvre du programme de désarmement et démobilisation peine à s'y matérialiser des nouvelles milices dans l'est du pays. Bien avant la mise en place du PDD-RCS, le gouvernement a tenté infortunément de regrouper les combattants de certains groupes armés sur des sites différents en vue d'obtenir leur désarmement, mais faute d'une politique appropriée, les tentatives ont échoué. C'est le cas notamment de milices de la FRPI dans les territoires des Roumou en Ituri et des Codeco dans les territoires des Djougou, toujours en Ituri, qui ont tous regagné le maquis après 2 mois passés dans des sites de cantonnement provisoire sans suivi des autorités. Et puis, de questions de développement socio-économique étaient au centre des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et le caucus de députés nationaux de l'Union sacrée issus du Grand Katanga. Au terme de cette rencontre, le président de ces caucus a déclaré qu'ils ont eu de réponses rassurantes en ce qui concerne la question de la sécurité des citoyens katangais et celle liée à la flambée de prix. Suivez Patrick Ilonga. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu en audience ce mardi 18 avril 2023 la délégation du caucus des députés nationaux membres de l'Union sacrée de la Nation, élus du Grand Katanga. Plusieurs points ont été au cœur des échanges avec le chef du gouvernement, à savoir la sécurité, le social de la population du Grand Katanga, incluant la flambée de prix de denrées de première nécessité, mais aussi leur engagement en tant que membre de l'Union sacrée de la Nation. Au sortir de l'audience, l'honorable John Banza Luanda, président du caucus des députés nationaux de l'Union sacrée de la Nation, Grand Katanga, s'est exprimé en ces termes. C'est un honneur que nous avons reçu, nous en tant que caucus des députés nationaux élus du Katanga, d'être reçus par le chef du gouvernement. Nous avons passé en revue les questions vitales qui concernent notre espace, notamment la question liée à la sécurité. Nous avons passé en revue les questions sociales, notamment sur la flambée des prix des denrées de première nécessité. Nous avons aussi passé en revue notre engagement en tant que membre de l'Union sacrée. Nous avons fait une sorte d'état des lieux depuis notre adhésion à l'Union sacrée, la marche de l'Union sacrée dans la
province du Katanga. Et donc, nous avons réitéré notre engagement à œuvrer pour accompagner le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, et de travailler pour sa réélection. Selon les présidents du COSUS des députés nationaux de l'Union sacrée de la nation Grand Katanga, leurs préoccupations ont trouvé écho favorable auprès du chef du gouvernement, Sama Lukonde. Vous avez reconnu la voix de Rachel Misenga. Tête à tête, Peter Kazadi et Jacques Yaboula à Kinshasa. Au menu de leurs échanges, l'insécurité dans le Haut-Katanga. Les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et de la Sécurité a donné des instructions au gouverneur Kiaboula afin de éradiquer l'insécurité à Lubumbashi, Likasi et bien d'autres villes du Haut-Katanga où les attaques armées et le meurtre sont devenus une routine. Vous suivez Patrick Elonga. La deuxième ville de la République démocratique du Congo est actuellement en proie à une insécurité du fait des bandits armés qui opèrent en groupe, kidnappent et tuent des paisibles citoyens. Cette insécurité préoccupe au plus haut point le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Maître Peter Kazadi, qui a reçu le gouverneur du Haut-Katanga dans son cabinet, a fait savoir à son hôte que tout doit être mis en œuvre pour éradiquer cette insécurité. Selon Jacques Kiaboula, le vice-premier ministre lui a demandé de poursuivre les efforts dans la traque des bandits conformément aux instructions du président de la République, Félix Tshisekedi. Il nous a exhorté à travailler d'arrache-pied pour que la sécurité des personnes et de leurs biens soit assurée conformément aux instructions données par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut que la population du Haut-Katanga vaque paisiblement à ses occupations et que les quelques cas des tueries qui ont été constatées à ces derniers temps soient découragés sensiblement pour que l'autorité de l'État s'impose sur toutes les lignes. En mars dernier, la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga avait mis la main sur des bandits constitués en plusieurs groupes opérant à Lubumbashi, Likasi et même Kasumbalesa avec des armes. Ce groupe de bandits avait été notamment impliqué dans l'assassinat d'un policier qui assurait la sécurité au péage Lambo sur la route de Likasi. Au mois de février dernier, au moins 8 corps sans vie ont été ramassés dans différentes communes de la ville de Lubumbashi en l'espace d'une semaine. Et puis, le gouvernement s'apprête à apporter de l'aide aux médias dans le cadre de la campagne de la salubrité médiatique. Ce qui a été dit lors de la 6e session du comité de suivi de recommandations des États généraux de la communication et médias tenus au centre Nganda à Kinshasa. Au cours de cette réunion, les participants ont également abordé le contour de l'ordonnance loi sur la liberté de la presse récemment ratifiée par l'Assemblée nationale. Emi Kabea. Présidée par le ministre de Communication et Médias, Patrick Mouyaya, la réunion s'est penchée sur la validation de mandats de nouveaux membres, la salubrité médiatique, la vulgarisation de la loi Mouyaya, ainsi que le préparatif de la Journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai prochain étaient également au menu des échanges. Au sujet de la salubrité médiatique, le ministre Patrick Mouyaya va présenter le rapport du secteur de l'audiovisuel et le gouvernement lèvera les options qui permettront de progresser. Il faut souligner que le gouvernement s'apprête à apporter l'aide médiatique, mais on ne peut pas l'accorder aux médias qu'on ne connaît pas. Le président du comité de suivi s'est dit satisfait de l'avancement de travaux. Il était essentiellement question de parler de l'ordonnance loi qui a été récemment ratifiée à l'Assemblée nationale, parce que vous savez qu'il y a un adage qui dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Et comme la loi a été publiée pour ratifier, nous attendons l'étape de la publication au journal officiel pour avoir la copie sur laquelle nous allons faire campagne. Il fallait donc ici aujourd'hui discuter avec les différents acteurs du secteur pour qu'ils comprennent le bien fondé de la loi que nous avons d'ailleurs travaillé ensemble, mais qu'on se prépare à la vulgarisation, parce que le souhait, c'est que ce n'est pas le ministre ou le ministère qui va faire la communication autour de cette loi ou de la vulgarisation, mais il faut que le bénéficiaire, le partie prenante, les organisations professionnelles puissent être celles qui prendront le lead de la communication sur cette initiative. Bon, écoutez, c'est toujours intéressant, on verra la faisabilité, c'est toujours intéressant que tout le monde le sache. Peut-être que nous n'allons pas interpréter tous les 141 articles, mais nous pourrons par exemple prendre les principales innovations de la loi et être sûr que tout le monde soit au courant partout au pays.
La particularité de cette 6e session était la présence de quelques nouveaux membres tels que l'ONG Reporters sans frontières et MCC Unit du ministère de Finances, cette cellule dont la mission est d'accompagner les réformes avec le ministère sectoriel impliqué dans le 21 indicateurs du Millennium Challenge Corporation. Le comité de suivi de recommandations des États généraux de la communication et médias est dirigé par le ministre Patrick Mouyaya comme président. Il est secondé du vice-président Floribert Luboto ainsi que 2 rapporteurs, Madame Chantal Kanimbo et Adélar Oboulokwes. Comme annoncé dans le sommaire, la ministre d'État, ministre du portefeuille de l'État, la princesse Adel Kaïnda, vient de suspendre le directeur général de la Société nationale d'électricité, Fabrice Lucindé, de ses fonctions après son passage à l'Assemblée nationale où il devait répondre aux attentes des députés face à la desserte en électricité à Kinshasa. Il a été accusé d'incompétence par les élus nationaux et de n'avoir aucun projet concernant l'amélioration de la desserte en électricité. Mais quel est l'état actuel de l'électricité en République démocratique du Congo? Tentative de réponse dans ces dossiers de Patience Lokeke et Blessed Kuzola. Six mois seulement après sa prise de fonction à la tête de la Société nationale d'électricité, Fabrice Lucindé a été suspendu officiellement de toutes ses fonctions après un arrêté signé le mardi 18 avril par la ministre du portefeuille Adel Kaïnda. Cette décision, qui intervient juste après sa révocation par les députés nationaux au cours d'une séance plénière organisée le mercredi 12 avril 2023, où il était invité par les députés Prosper Kabamba, afin de répondre aux questions de la représentation nationale concernant la gestion de la SNEL. Les élus du peuple avaient reproché à Fabrice Lucindé le manque de vision claire, l'incompétence, une gestion calamiteuse des fonds de cette entreprise. Au-delà de la mauvaise gestion, les députés nationaux avaient décrié un certain nombre de tares qui gangrènent la SNEL, parmi lesquelles le coupure intempestive du courant électrique et de faibles taux de desserte en électricité. Ces derniers points constituent la plus grande faiblesse du secteur de l'électricité en RDC. Ces pays continents n'a un taux de desserte de l'énergie électrique de moins de 15% sur l'ensemble du territoire national, selon le chiffre publié en 2021 par le ministère du Plan. La ville de Kinshasa En sport, le Léopard Judo a été reçu le lundi 17 avril dernier au ministère de Sport et Loisirs par le directeur de cabinet du ministre. Il était question pour ces athlètes de présenter le médaille gagné lors du dernier Open de Judo qui s'est déroulé à Luanda en Angola du 6 au 8 avril dernier. Blessed Kozola. Accompagnés par le coordonnateur de la Fédération nationale de judo, les Léopards judo ont été reçus le lundi 17 avril dernier par le directeur du cabinet du ministre des Sports et Loisirs. Ces vaillants athlètes sont venus présenter leurs médailles obtenues lors du dernier Open de judo à Luanda en Angola. Au nom de Claude-François Kabulo Mwanakabulo, son directeur du cabinet, Maître Jonas Ngalamulume, a réitéré de vives félicitations aux lauréats tout en leur assurant que leur performance sera primée. Nous sommes fiers aujourd'hui de vous recevoir dans notre cabinet au nom et pour le compte de son Excellence Monsieur le ministre des Sports et Loisirs, Claude-François Kabulo Mwanakabulo, qui est à ce jour empêché pour des raisons d'État. Nous exprimons à l'occasion de votre présence dans notre cabinet cette joie en son nom et au nom de toute la nation. Et vous encourageons davantage dans les préparatifs qui sont en vue. Il y a une séance qui vous est réservée à la hauteur de la gloire que vous avez apportée à la nation. Le coordonnateur de la fédération, Maître Nicolas Lianza, a fait le bilan de la compétition tenue du 6 au 8 avril dernier à Luanda, capitale angolaise. Et nous sommes venus le remettre à son Excellence parce que ce sont les premières médailles du ministre Claude-François Mwanakabulo. Nous les appelons la génération Kabulo. Donc voici les premiers nés
de la génération Kabulo dans le léopard judo. Nous avons été rassurés par le représentant de son Excellence qui était empêché. Il nous a rassurés de l'appui, du soutien du ministère dans les activités futures. Il nous a encouragés dans l'effort fourni par la coordination, mais aussi il a encouragé les athlètes et a garanti le soutien indéfectible de l'État congolais à travers le ministère de tutelle. Et pour cela, nous continuons à travailler avec les services du ministère pour les différentes échéances, notamment les Jeux de la francophonie ainsi que d'autres compétitions au niveau international. Rappelons que les léopards ont rapporté 4 médailles, dont 2 en or et 2 en bronze. Reconnu comme une référence de la mobilité électrique en Afrique de l'Est, le Kenya prévoit de renforcer le potentiel de ces segments avec l'élaboration d'une stratégie nationale. Des startups à l'instar de Basigo, Ram Motors et Waka produisent des véhicules électriques ou proposent des solutions adaptées au transport vert grâce à plusieurs facilitations mises en œuvre par le gouvernement. La feuille de route attendue va mieux structurer les activités en vue du développement d'une économie forte et durable basée sur le véhicule électrique. Suivez nos confrères d'Africa 24. Dans le cadre de sa stratégie nationale d'efficacité et de conservation énergétique 2020-2025, l'État du Kenya va se doter d'un plan national pour le développement de la mobilité écologique qui vise le développement d'un système de transport propre et vert, formation des conducteurs, accompagnement des gouvernements des différents comtés à la gestion durable de la circulation routière vont être définis dans le plan à venir. Précisons que le gouvernement kényan projette d'augmenter le nombre de véhicules électriques sur ces routes à au moins 104 000, soit 5% de tous les véhicules d'ici 2025. Le gouvernement a donné la priorité à l'adoption de l'immobilité dans le pays pour renforcer la lutte contre le réchauffement climatique. C'est dans ce contexte que le gouvernement s'est engagé à inciter les véhicules de service public, les boda-boda et les transporteurs commerciaux à se convertir aux véhicules électriques. Le leadership technologique incarné par le Kenya a attiré dans ce pays plus de 40 startups spécialisées dans l'immobilité. L'Alliance africaine de l'immobilité révèle que celles-ci ont levé 52 millions de dollars en financement de capital, un record en Afrique. Pour encadrer cette dynamique, le gouvernement kényan a adopté un ensemble d'outils incitatifs et normatifs. Le projet de loi de finances de 2019 a réduit les droits d'assises sur les véhicules électriques de 20 à 10% et le Bureau des normes du Kenya a élaboré et adopté 24 normes qui s'appliquent aux importations de véhicules électriques. Aussi, l'autorité de régulation de l'énergie et du pétrole a fixé un taux spécial pour la recharge des véhicules électriques dans un contexte de révision à la hausse des prix de l'électricité. Nous allons travailler à passer à l'immobilité. Nous allons travailler pour changer, pour refaire tous nos outils de mobilité afin de passer à l'énergie électrique. Le plan national de la mobilité électrique du Kenya viendra renforcer la loi de 2016 sur le changement climatique. Ces outils juridiques et d'encadrement vont aider à lever les freins à l'essor du transport vert. Le coût initial élevé de l'acquisition des véhicules électriques, l'insuffisance de l'infrastructure de recharge, ainsi que le défaut d'expertise technique pour l'entretien des véhicules électriques sont encore d'importants obstacles à l'e-mobilité. Quittons le Kenya pour le Bénin où la viculture reste une activité économique phare dans les sous-secteurs de l'élevage. Comme dans la plupart des pays du continent, cette filière doit composer avec la forte concurrence liée à l'afflux de volailles à bas prix en provenance du marché mondial. C'est pourquoi le gouvernement compte prohiber d'ici le 31 décembre 2024 les achats de poulets congelés et œufs de table depuis l'étranger. Annonce faite par le ministère de l'Élevage et de la Pêche. Suivez Blessed Kuzola.
fin 2024. C'est la date butoir qu'a fixé l'exécutif béninois pour mettre fin aux importations de poulet congelé et d'œufs d'étable. Le délai avant la date butoir donne aux acteurs de la filière l'occasion de développer leur production afin de tirer profit des opportunités économiques à venir. Plus globalement, cette démarche s'inscrit en outre dans le cadre d'une stratégie visant à développer la production de poulet bicyclette avec race indigène de volailles rustiques et résistantes en vue de stimuler l'offre locale de viande. Si cette interdiction se concrétise, le Bénin rejoindra la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Sénégal sur la liste de pays ouest-africains qui appliquent des restrictions sur les importations de volailles. Alors que la perspective de cette mesure réjouit déjà l'industrie avicole, certains observateurs attendent de voir les mesures d'accompagnement qui seront mises en œuvre pour le prochain mois afin de renforcer l'offre en poussin d'un jour sur le marché intérieur pour la production de viande ainsi que l'approvisionnement local des acteurs en souche de pondeuses. Selon les données de l'Institut national de la statistique et de la démographie compilées par l'agence Ecofin, le Bénin a importé en 2021 environ 115 800 tonnes de viande et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés de volailles pour une valeur de près de 60 milliards de francs CFA, soit 100 millions de dollars. Dans le pays, l'effectif du cheptel avicole est évalué à 13,8 millions de têtes au cours de la campagne 2021-2022 selon le chiffre de la direction de la statistique agricole. Je vous propose de suivre à présent la revue de presse faite par Enoch Issei. Madame, Monsieur, bienvenue à cette revue de presse des journaux parus ce mercredi 19 avril 2023 dans la ville de Kinshasa. La déclaration de Bob Menendez, président du comité des affaires étrangères du Sénat américain sur l'agression rwandaise à la RDC, la loi Mouyaya sur les médias et la suspension du DG de la SNEL ont été au cœur des journaux parus dans la capitale. Commençons avec ces titres du Forum des As qui écrit « Washington fait pression sur Kigali ». Pour les sénateurs américains, avec des centaines de morts et près d'1 million de personnes déplacées, il est grand temps que les partenaires internationaux exigent que le Rwanda se retire de la RDC et assure les conséquences de ses exactions, a poursuivi Bob Menendez. Les déclarations du comité des affaires étrangères du Sénat américain n'ont pas été que sécuritaires, mais aussi démocratiques avec l'organisation des élections. Africa News qui relaie cette information mais sous un autre angle, aux USA, le comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants insiste sur les élections libres, transparentes et non discriminatoires, écrit à sa machette. Selon le journal, lors d'un débat consacré aux effets de la concurrence des grandes puissances en Afrique, les dossiers élections 2023 en République démocratique du Congo s'est invité aux discussions et le comité a appelé, par la voix de son membre Mills, à la tenue des élections libres, transparentes et inclusives en décembre prochain. Changeons de chapitre pour parler de la proposition de loi Mouyaya sur les médias. L'avenir écrit à ce sujet au centre Nganda, les parties prenantes appelées à s'approprier et à sensibiliser la loi Mouyaya. L'auteur de l'art précise, il fallait donc ici aujourd'hui discuter avec les parties prenantes du secteur pour qu'elles comprennent et se préparent à sa divulgation. Le souhait, ce n'est pas que le ministre puisse faire sa communication, mais que les journalistes, les associations et les organisations professionnelles du secteur puissent prendre le lead de cette initiative, a indiqué le ministre Mouyaya et président du comité de suivi des États généraux. Peut-on lire dans ces journaux. Le tabloïd Congo Nouveau y revient pour dire 6e session du comité de suivi des recommandations des États généraux de la communication et médias. Patrick Mouyaya s'est dit satisfait de l'avancement des travaux. L'auteur de ces textes dit au sujet de la salubrité médiatique, le ministre Mouyaya va présenter les rapports du secteur de l'audiovisuel et le gouvernement lèvera les options qui permettront de progresser. Il faut souligner que le gouvernement s'apprête à apporter l'aide médiatique, mais on ne peut pas l'accorder aux médias qu'on ne connaît pas, a dit Patrick Mouyaya. Bouclons cette revue de presse par la suspension du directeur général de la SNEL par le ministre du portefeuille. À ce sujet, la prospérité note, SNEL
Fabrice Lusinde suspendu. Y a-t-il d'autres voies de recours? Est-ce possible que le président de la République aille, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, à l'encontre d'une recommandation de l'Assemblée nationale et même là, de la lettre de la ministre du portefeuille? S'interroge le journal. Difficile en tout cas, mais en tout état de cause, Fabrice Lusinde, dont la réputation est aujourd'hui souillée, pète à son corps défendant ester une action en justice contre toute litanie des décisions administratives. Autrement, il pourrait simplement s'y incliner et attendre d'autres moments pour rebondir sur scène. La politique étant l'art du possible, il n'est pas exclu que plus tard, qu'il soit perçu ailleurs dans d'autres sphères institutionnelles, conclut le scripteur. Vous étiez nombreux à suivre cette revue de presse. Madame, Messieurs, nous vous fixons rendez-vous à la prochaine. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition, mais avant de nous quitter, place au rappel du titre. À cause de son manque de compétences et de vision claire sur l'amélioration de l'électricité en République démocratique du Congo, le directeur général de la Société nationale d'électricité, Fabrice Lusinde, vient d'être suspendu par la ministre d'État, ministre du portefeuille de l'État, la princesse Adel Kaïnda, sur recommandation de l'Assemblée nationale. Mais quel est l'état de lieu de l'électricité? Nous avons tenté de répondre dans un dossier concocté par Patience Lukeke et Blessed Kuzola. Et puis, d'ici 2024, le Bénin ne pourra plus importer de poulet congelé et d'œufs de table. L'annonce a été faite par le ministre béninois de l'Agriculture, Élevage et Pêche. Voilà, c'en est fini pour ces journaux, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ces journaux et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. Juste après ces journaux, vous allez suivre la Ligue de champions européenne qui vous sera commentée par Blessed Kuzola. Il y a la rencontre entre le Bayern de Munich et Manchester City. Merci, à la prochaine.